Alors bonjour à tous, je suis Louise Cartehuvels, je suis chargée de mission à l'instance Bassin. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire L'alternance, nouvelle tendance. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de revenir sur ce qu'est l'instance Bassin et ses missions. Mais avant toute chose, je crois que vous avez la possibilité de réagir avec un petit emoji. Est-ce qu'on m'entend bien? Je vois des pouces, c'est parfait. Donc, l'instance Bassin, qu'est-ce que c'est pour les personnes qui ne le sauraient pas encore? C'est une instance de concertation bruxelloise qui a été mise en place en janvier 2015 en vertu d'un accord de coopération entre la Commission communautaire française de Bruxelles, donc la COCOF, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la région Wallonne. L'instance Bassin regroupe les représentants de 3 mondes ou de 3 champs, à savoir l'enseignement, mais hors université et hors fondamentale, le monde de l'emploi, de la formation et de l'insertion, et les interlocuteurs sociaux, donc les syndicats et le patronat. La présidence de notre instance est confiée aux interlocuteurs sociaux. L'instance Bassin apporte un appui au pilotage de l'enseignement qualifiant et de la formation professionnelle. Elle émet aussi des orientations stratégiques quant à l'offre, en veillant à ce que celle-ci corresponde au maximum aux besoins socio-économiques qu'on peut constater à Bruxelles, et qu'elle corresponde aussi à l'offre d'enseignement et de formation professionnelle existante. Elle favorise aussi le développement au niveau local de politiques croisées en matière de formation professionnelle, d'enseignement qualifiant, d'emploi et d'insertion. Alors après cette présentation de l'instance Bassin et de ses missions, venons-en au sujet qui nous occupe aujourd'hui, l'alternance. Il nous a semblé important, dans le contexte actuel de réflexion autour de l'enseignement qualifiant et de la formation professionnelle, et dans un contexte aussi de réforme de cet enseignement qualifiant, d'aborder plus spécifiquement la question de l'alternance en présentant deux systèmes d'alternance qui ont l'un et l'autre connu une réforme assez récemment et qui diffèrent sur bien des points du système bruxellois francophone. Je vous présente aujourd'hui donc Vincent Verreit, qui est Team Leader Onderwijs Arbeidsmarkt chez Tracé Bruxelles, qui nous expliquera comment fonctionne le dual Leren et la réforme que ce système a connue également. Et je vous présente Jean-François Desbonnets, qui est directeur du Centre de formation d'apprentis en plus court CFA, Jean Bosco, dans les Hauts-de-France, qui nous éclairera sur le système français de l'apprentissage aujourd'hui. Alors venons-en à des considérations peut-être un peu plus techniques ou pratico-pratiques. Aujourd'hui, on a décidé de fonctionner sur un principe d'échange, de questions-réponses, une interview en somme, avec nos intervenants. Et vous verrez aussi que vos caméras et vos micros sont désactivés. Toutefois, vous voyez en bas à droite de votre écran un onglet questions qui vous permettra tout au long de l'interview de poser vos questions à nos intervenants. Nous prendrons un temps à la fin de l'interview pour poser toutes vos questions aux intervenants. Toutefois, si on n'a pas le temps, ce qui est possible, de répondre à toutes les interrogations, les questions seront transmises à nos intervenants et ils vous répondront par écrit ultérieurement. Il est possible que vous rencontriez des petits soucis d'affichage, ça arrive, lorsque par exemple un de nos intervenants présentera des documents. Vous ne devez pas hésiter à rafraîchir votre page, ça vous fera sortir et puis revenir dans le webinaire. Pas de problème, mais a priori, ça réglera le problème. Et à la fin du webinaire, on vous proposera de rester 2 petites minutes en plus avec nous pour répondre à quelques questions sur l'organisation et le format du webinaire, un petit sondage. Et on vous remercie d'avance pour votre collaboration. Alors, on rentre maintenant vraiment dans le vif du sujet avec Vincent et parlons du dual Leren. Ouais. Alors, on va commencer par 2 questions plus générales qui vont nous permettre d'en savoir un peu plus sur vous, qui êtes-vous, et d'avoir aussi une vue plus globale sur le système flamand de l'alternance. Donc, Vincent, qui êtes-vous? Où travaillez-vous? Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour et merci de m'avoir invité à cet intéressant webinaire. Je m'appelle Vincent et je travaille chez l'ASBL Tracé Bruxelles depuis 2007. Depuis plusieurs années, je suis chef d'équipe de l'équipe éducation, marché du travail ou onderwijs arbeidsmarkt, comme dit.
Au sein de cette équipe, nous voulons rapprocher le monde de l'éducation et le monde du travail. En informant, guidant et enthousiasmant les jeunes, les enseignants, les directeurs de l'école et les autres acteurs intéressés, nous voulons travailler à une transition en douceur de l'école au travail. Pour donner aux jeunes une expérience pratique du marché du travail, nous encourageons le dual leren à Bruxelles. Il existe en Flandre, mais donc aussi pour les néerlandophones bruxelloises aussi. Voilà. Merci. Alors, une deuxième question toujours un peu globale. Est-ce que vous pourriez nous présenter rapidement, de manière synthétique, si c'est possible, le système de l'alternance flamand? Donc, par exemple, on peut parler de l'autorité compétente, du ministre compétent, du type d'alternance qui existe. Est-ce qu'il y a un lien avec une limite d'âge, par exemple, ou un type d'organisme, les contrats, voilà. Ouais. Je vous laisse le champ libre, mais on essaye d'être synthétique. Ok, j'essaie. Donc, le dual leren, c'est une compétence conjointe des ministres flamands du travail et de l'éducation. Donc, le domaine politique du travail étant une compétence régionale, donc le ministre bruxellois du travail joue également aussi un rôle crucial dans le cadre du dual leren et de l'alternance par extension. Pour l'âge des jeunes, vous devez soit avoir au moins de 16 ans, soit avoir 15 ans et avoir terminé les 2 premières années de l'enseignement secondaire. Vous pouvez suivre une formation dual leren en 3e année professionnelle ou technique jusqu'à l'année scolaire que vous êtes 25 ans. Et pour les 7e année, ce sont des années spécialisation professionnelle ou sensei, ça veut dire secondaire, après le secondaire. C'est pour le technique, il n'y a pas de limite d'âge maximale. Il y a différents types de contrats. Le type de contrat dépend de la formation et ou du système dans lequel les jeunes se forment. Le premier, c'est le contrat d'alternance et la convention type pour toute formation où l'élève apprend au moins 20 heures en moyenne par semaine sur une base annuelle chez un employeur. Le deuxième type de contrat, c'est la convention de formation alternée et la convention type pour les formations où le jeune apprend moins de 20 heures en moyenne par semaine sur une base annuelle dans une entreprise. Troisième, c'est le contrat de travail mi-temps. C'est un accord dans le cadre duquel une jeune, suivant un enseignement secondaire professionnel à temps partiel, il travaille moins de 20 heures par semaine en moyenne sur une base annuelle sur le lieu de travail. Les entreprises du secteur non marchand ou le contrat de travail Maribel social peuvent également utiliser le contrat de travail Maribel social à temps partiel. Et le dernier type de contrat, c'est la convention de premier emploi type 2. C'est un contrat du travail à temps partiel avec l'une des municipalités bruxelloises. Ce contrat à temps partiel est lié à un élément de cours dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et n'est pas possible dans l'apprentissage en alternance. Donc, pour les jeunes dans le dual leren, ce contrat n'est pas valable parce qu'ils sont dans une forme de voltage, j'ai oublié le mot, temps plein et donc c'est pas possible pour eux pour le moment. Voilà. Merci.
Alors, on va aller maintenant un peu plus en profondeur et aborder plus précisément la réforme qu'a connue l'alternance en communauté flamande. Alors, donc, à votre avis, donc il y a eu cette réforme en 2018, si je ne me trompe pas. À votre avis, pourquoi la réforme a-t-elle eu lieu? Donc, le dualeren diffère de l'ancien système leren en werken ou étudier et travailler, ou le système alternance. Dans les trajets duals, l'école et l'entreprise se complètent. Donc, ils ont un rôle complémentaire dans l'apprentissage des compétences. Leur coopération prend la forme d'un partenariat engagé. Le gouvernement flamand a décidé de dissoudre le plus grand système existant d'alternance, donc étudier et travailler, ou leren en werken, dans l'enseignement professionnel à temps partiel. Dans les années à venir, le système d'alternance sera intégré au système de dual leren. La conversion de l'offre d'alternance en dual leren devrait être complète simultanément à la modernisation de l'enseignement secondaire. Donc, il y a deux voies parallèles, la modernisation du secondaire et tout le dual leren. Et donc, ça doit être clôturé de l'année scolaire 25-26, donc dans 2 années. Le dual leren est né de la Revalorisation. Voilà, de l'enseignement professionnel et technique. Le gouvernement flamand veut utiliser ce système pour travailler sur la pénurie de ces profils professionnels. Avec le dual leren, les écoles ouvrent également leurs portes à l'employeur. Dans la co-création, ils se renforcent mutuellement. L'employeur aide à introduire les techniques innovantes dans l'éducation et l'éducation apporte et soutient un comportement d'apprentissage dans le poste de travail. Ok, voilà. C'est déjà pas mal. Et à votre avis, quels sont les principaux résultats résultats positifs, négatifs, conséquences majeures de la réforme? Bon, le dual leren est inclus dans un cadre juridique simple avec peu ou pas de conséquences administratives et financières pour les entreprises et les prestataires de formation participants. Contrairement à l'apprentissage et au travail, le dual leren, c'est une forme d'apprentissage à temps plein et peut donc être suivi dans l'enseignement secondaire à temps plein. Mais à la plus grande conséquence, à mon avis, est la différence culturelle entre le monde de l'éducation et le monde du travail. Par exemple, les deux parties sont censées s'engager dans une collaboration et des échanges intenses. Par exemple, les employeurs participent à la préparation des plans de cours, et l'évaluation des élèves, et ce qui n'est pas parfois évident pour les deux parties. Et je pense que c'est le plus grand problème du système. Je prends le relais. Voilà, des questions. Alors, on en était aux réformes. Hein. Donc, je comprends que les acteurs entreprises ont été remis au centre, que la réforme va être sur plusieurs années. Ouais. Et donc, c'est quand même un gros changement. C'est une grosse réforme. Voilà. Ouais. Donc, au niveau des effectifs, donc ça, c'était un point qui nous intéressait aussi fort. Est-ce que cette réforme, est-ce qu'elle a permis de faire croître les effectifs? Et si oui, quels sont les éléments à retenir qui ont été déterminants dans cette augmentation? Mais peut-être déjà, est-ce qu'il y a eu une augmentation à ce stade? C'est une question difficile parce que j'ai aucune idée l'impact sur l'emploi du personnel. À mon sens, l'impact sera limité parce que le dual leren est un système qui remplace un autre système, qui remplace l'alternance leren en werken.
Et donc, je ne pense pas que c'est un grand impact sur l'emploi du personnel. Sur le nombre de jeunes qui sont dans l'alternance, donc ça, on ne sait pas, à ce stade, on ne savait pas dire. Pour le moment, ce n'est pas très grand. Hein? Donc, Okay. Le succès du Valère, ce n'est pas ce qu'on a en tête. On voit que les chiffres, ils montent un peu, en Flandre aussi, à Bruxelles, mais ça reste très limité. Hein? Je pense pour Bruxelles, ce sont 311 élèves, 10 écoles et en total 42 études. Oui. Donc, ce n'est pas très beaucoup, mais comme j'ai dit, c'est le système d'alternance, hein, leren en werken, doit être le système de dual leren. Donc, le montant d'élèves et les écoles peut être enlevé encore. Ok. Donc, à ce stade, la réforme est toujours en cours, ça vous le précisiez. Donc, pour le moment, en tout cas, il n'y a pas de baisse. Non. Non, il n'y a pas de baisse, c'est quand même déjà un point à souligner. Et est-ce que sur l'augmentation, est-ce qu'il y a des parts d'effectifs par rapport aux âges? Est-ce que ça, on sait que ça prend un petit peu plus sur certaines classes d'âge? Ça, je sais pas. Ou les plus jeunes Parce que ça, c'est un point, je sais, qui intéresse fort du côté francophone. Mais dual leren, c'est possible dès que vous êtes 15 ans, donc dans le 4e et la 5e année secondaire. Mais pour le reste, je ne sais pas. Donc, ça sera intéressant de suivre justement s'il y a des chiffres au niveau du monitoring pour voir l'impact. Alors maintenant, je vous propose de nous attarder sur la place qu'occupe le dispositif par rapport au dispositif plus global de l'enseignement et de la formation professionnelle. Parce que ça, je sais que c'est un point qui intéresse très fort les personnes qui nous suivent, notamment du côté francophone. C'est la question des diplômes et des passerelles entre l'alternance et les autres dispositifs. Donc, qu'est-ce que vous savez nous en dire par rapport à la réforme? Quel diplôme on a à la fin? Je crois déjà qu'il y a une question qui a été posée là-dessus pour savoir si on peut obtenir le CESS à la fin, qui est j'ai oublié l'HSO, donc le fin de secondaire supérieur, via l'alternance. Enfin, voilà. Est-ce que l'alternance, du côté flamand, permet d'obtenir des diplômes? Quels sont-ils? Est-ce qu'ils sont comparables à ceux qu'on obtient dans le général? Donc, dans une formation duale, vous pouvez obtenir les mêmes certificats d'études que dans un autre enseignement à temps plein. Donc, c'est également le même. Vous pouvez donc parfaitement obtenir votre diplôme et l'utiliser pour trouver un emploi ou décider de poursuivre vos études. Et donc, maintenant, le dual leren, c'est quelque chose pour le secondaire, mais on a déjà commencé avec dual leren dans les autres écoles et pour voir, j'ai oublié mon fils même. Donc, c'est dans le secondaire, mais normalement, un élève qui termine son étude dual leren au secondaire, il peut continuer dans le supérieur, au onderwijs. Oui. Donc ça, c'est l'idée. Ça, c'est l'idée. Donc maintenant, c'est commencé avec les autres écoles, mais c'est déjà commencé maintenant. Hein, et donc, on va voir comment ça va rouler et est-ce qu'il y a une demande pour les élèves pour continuer leur étude après dans les autres écoles. Dans le supérieur. Ouais, Parce que donc, ce n'était pas le cas avant. Donc ça, c'est un changement de la réforme, si je comprends bien. Hein. Donc avant, effectivement, le leren en werken, c'était effectivement après pour travailler. Ouais. Donc il n'y avait pas de reprise d'études et le système n'était pas pensé pour ça. Non. Et là, avec le dual leren, il y a bien une idée de continuité du parcours pour que si les jeunes le veulent, je ne sais pas. Et peut-être, ça c'est aussi le problème, parce que les élèves qui sont dans le système de leren en werken, comme tu dis, ce n'était pas la formule qu'il va étudier après. Il va au marché de l'emploi. Mais maintenant, leren en werken, c'est fini et c'est dual leren maintenant. Et donc, c'est le même groupe d'élèves, mais ils ne sont pas le même intérêt et les mêmes compétences
pour ce système. Et ça, c'est quelque chose, je pense que c'est une question, hein, comment ça va dérouler. Mais c'était un des objectifs de la réforme. Oui. Donc, bien dans ce principe de formation tout au long de la vie. Et j'ai peut-être une question aussi sur ces diplômes. Donc, là, je pense que tout le monde a bien compris. Tous les diplômes maintenant sont accessibles via le Dual Lehren. Donc, il n'y a pas d'autres diplômes en parallèle qui coexisteraient avec des diplômes. Donc, ce sont bien les mêmes. Ouais. Est-ce que c'est également accessible pour justement le supérieur, le Dual Lehren, ou à ce stade, pas encore? C'est-à-dire faire de l'alternance, mais dans le supérieur. Attends, je n'ai pas compris. Donc, les élèves qui suivent un cours en Dual Lehren, ils reçoivent un diplôme, et le diplôme, c'est le même diplôme comme un élève qui suit une formation en temps plein. Oui. Mais là, c'est pour l'offre du secondaire. Oui. Est-ce que dans le supérieur... Ça, je ne sais pas déjà. Ah, voilà, ok. Non, ça, ce n'est pas prévu. Très clair. Ah non, ce n'est pas très clair encore. Non. D'accord. Pour le moment, c'est vraiment concentré sur le secondaire. Sur le secondaire, oui. Okay, très bien, merci. Ouais. Et donc, j'avais encore une dernière question sur cette intégration du système Dual Lehren dans le système plus global. Je pense que tout le monde a bien compris là, ce point majeur sur les diplômes. Il y avait la question des passerelles. Donc, j'entends qu'en tout cas, dans le secondaire, à partir du moment où ce sont les mêmes diplômes, il est possible de passer de l'un à l'autre, éventuellement, pour que ça soit reconnu et que le jeune ne recommence pas à zéro s'il a fait le choix du Dual Lehren, ce qu'il a fait, ce qu'il a pu valider, capitaliser. C'est bien connu pour l'enseignement. Ouais. Oui, voilà. Donc, il existe deux voies d'apprentissage tout aussi valables dans l'enseignement secondaire. C'est le Dual Lehren et l'enseignement régulier. Vous obtenez les mêmes compétences, mais d'une manière différente. Le Dual Lehren est destiné aux élèves qui souhaitent obtenir leur diplôme d'enseignement secondaire en combinant former étudier dans un établissement d'enseignement et former étudier dans une entreprise. Par établissement d'enseignement, nous entendons une école secondaire à plein temps, un centre d'enseignement à temps partiel, donc c'est le CFA oui, tout à fait. Ou un lieu d'enseignement Sintra. En Wallonie, c'est IFAPME, je pense, quand je suis correct. Et chaque nouvelle formation en Dual Lehren est élaborée entre le prestataire de services éducatifs et le secteur concerné. Donc, de nouveaux formations en Dual Lehren sont ensuite annoncées chaque année. Et donc, chaque année, une école peut décider, oh, je veux commencer avec une étude en Dual Lehren. D'accord, super. On va passer maintenant au volet financement, parce que ça, je sais aussi que c'est un point qui intéresse très fort toujours nos auditeurs et en tout cas les membres de l'Instance Bassin. Donc, le financement. Comment est-ce que le système d'alternance, il est financé côté flamand et peut-être de manière générale, hein, pour planter un peu le décor, est-ce que c'est toujours majoritairement financé par le secteur public, par service public, enfin voilà, par de l'argent public, ou est-ce que du côté privé, la volonté de la réforme, c'était aussi que ça s'équilibre et que du côté du secteur privé, des entreprises, il y a un investissement plus important? Donc, l'employeur paye une allocation d'apprentissage tant pour la formation sur le lieu de travail que pour la participation à des cours ou à des activités équivalentes auprès de l'organisme de formation. Donc, il paye l'élève pour aller au travail et pour aller à l'école. Le montant de l'allocation d'apprentissage dépend de la formation antérieure de l'apprenti et du fait que cette formation antérieure ait été achevée avec succès. Les employeurs qui accompagnent un élève dans un programme de formation en Dual Lehren peuvent utiliser les incitations financières du gouvernement. Et il y a différentes primes. Par exemple, il y a une prime de mentorat. C'est pour les employeurs qui sont situés
Bruxelles-Capitale. Mhm. Il y a aussi pour les employeurs qui sont situés à Bruxelles-Capitale le Maribel social. Il y a encore des primes sectorielles spécifiques et il y a la mesure Activa d'Actiris pour les employeurs qui sont situés à Bruxelles et pour les employeurs qui sont situés à Flandre. Il y a encore des autres. Il y a un bonus de démarrage. Il y a une réduction de RS7, c'est le ONSS. Mhm. Et il y a une réduction du groupe cible. Et donc, il y a une différence pour l'employeur, soit il est situé à Bruxelles ou il est situé à Flandre. Mhm. Pour les employeurs qui sont situés en Wallonie, ça, je ne sais pas s'il y a des incentives pour eux. Donc, si je résume, hein, donc, pour le moment, il y a une aide très forte, en tout cas des pouvoirs publics, pour soutenir, pour les incitants, en fait, pour que les entreprises accueillent des jeunes, des apprentis, dans le dispositif, mais il n'y a pas de financement structurel par le secteur privé. Et là, je pense que justement l'intervention du côté français sera intéressante. Hein. Il n'y a pas de financement du dispositif en tant que tel par le secteur privé, via des taxes, c'est vraiment uniquement quand une entreprise va prendre un apprenti ou un jeune en alternance, que là, finalement, il s'engage et que ça lui coûte quelque chose, mais pas du dispositif de manière générale via une taxe ou autre. Hein, c'est vraiment, voilà. Et je pense que du côté francophone, c'est relativement proche. Est-ce que du côté de la réforme, ces incitants ont été modifiés et que la modification va vers une plus d'incitants, c'est-à-dire qu'il y a plus de soutien financier qui est apporté maintenant avec le dual leren qu'avant avec le leren et werken? C'est la même chose. C'est différent. C'est différent. Donc, le montant pour l'employeur, c'est différent. Donc, un jeune de leren et werken, l'alternance, c'est différent avec un jeune de dual leren. Ouais. Dans le sens que ça coûte plus cher, ça coûte moins cher? Moins cher pour l'employeur. Ça coûte moins cher pour parce l'employeur. qu'il y a plus de primes pour l'employeur pour un jeune de dual leren que... Donc, le pouvoir public met encore plus sur la table pour inciter, pour que ça marche, pour que ça se développe. Mais donc, je pense que le montant, ce n'est pas le plus important. Je pense le temps qu'un employeur met sur tout le temps qu'il est nécessaire pour accueillir un jeune dans dual leren, ça, c'est plus important. Et je pense que ça, c'est le problème maintenant pour quand on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'employeurs qui participent au système. Oui, donc ça reste une difficulté toujours du côté flamand, et ça, je crois qu'il est partagé côté francophone. Comment attirer les entreprises vers ce dispositif, comment les engager à prendre plus de jeunes. Très bien. Sur les incitants, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'on passe peut-être maintenant à la phase des questions? Parce que je vois que vous avez été, sauf erreur, hein, je regarde, je crois qu'il y a quelques questions quand même assez spécifiques, hein, je crois notamment sur les diplômes. Alors, donc je crois qu'on a répondu à la question hein, sur l'obtention du CESS, en tout cas son équivalent flamand. Donc oui, ça a bien été confirmé par notre interlocuteur, par Vincent. Alors, conséquences sur le type de contrat. Avec ce système unique dual leren d'ici 2025, uniquement le OAO ou le Delta's Contract encore possible? Ça, c'est une question très technique. Je ne la comprends pas forcément. Oui. Est-ce que ça sera encore possible? Donc, il y a des réformes et tous les contrats que j'ai mentionnés, il y a une période qu'il y a juste le OAO, le contrat... Allez, Là, la personne mentionne le Delta's Contract ou le OAO. Donc, c'est deux types. Ça sera toujours possible. Non, le Delta's pas, parce que le Delta's, c'est leren en werken. Voilà. C'est l'alternance et c'est remplacé par dual leren et dual leren, c'est plein temps. Très bien. Voilà, donc dual leren, c'est plein temps et donc non, le Delta's Contract ne sera plus possible.
J'espère qu'on a répondu à la personne. N'hésitez pas à reposer une question si ce n'est pas suffisamment clair. Là, je vois Mathieu Richling qui nous pose une question sur les sector covenants, donc les conventions sectorielles. Ouais. Et ça nous intéresse fort aussi côté francophone, évidemment. La question est la suivante. Est-ce que via ces sector covenants, il y a eu des moyens financiers supplémentaires et est-ce qu'on a un ou des exemples de développement de l'alternance au niveau d'un secteur? Est-ce que ces conventions sectorielles, ces sector covenants sont importantes dans le dispositif de Elles sont très importantes. Pourquoi? Parce que ce sont des secteurs qui décident avec le monde d'éducation qu'est-ce qu'il va dans le leerplan, le plan d'éducation que le jeune va suivre à l'école et chez l'employeur. Donc, ce sont des secteurs qui décident qu'est-ce qu'on va donner aux jeunes et donc ils sont très importants. Le seul problème, c'est tous les secteurs ne sont pas engagés déjà dans le dual learning. Il y a des secteurs qui disent ça ne m'intéresse pas au moment. Et donc, on doit... Mais il y a je pense, une dizaine de secteurs maintenant qui sont en train de créer des plans de formation avec des écoles pour voir qu'est-ce qu'on va donner aux jeunes qui suivent le programme du Valère. Donc, si je comprends bien, ces sector covenants, donc les conventions sectorielles, sont un élément important pour développer ça commence maintenant. Chez ça. Donc, oui, c'est ça. C'est le il créait un document, il créait un plan de formation pour commencer avec du Valère dans leur secteur. Et donc, la volonté, c'est bien de dire, là, ce que vous disiez, tous les secteurs aujourd'hui ne sont pas engagés dans de l'alternance, dans le dual learning. Donc, un des éléments aussi, un des outils mis sur la table du côté flamand, c'est de dire, on en discute dans le cadre d'un sector covenant, justement pour mettre ensemble des objectifs chiffrés, pour faire en sorte que ces secteurs qui aujourd'hui ne faisaient pas de dual learning en fassent davantage. Est-ce que c'est ça à quoi on peut conclure? C'est-à-dire que c'est un outil qui permet d'amener plus de secteurs? Je ne sais pas, je pose la question. Je ne sais pas comment ça fonctionne, le secteur. Il y a des secteurs, par exemple, dans Anvers, le secteur chimique, ils sont très forts dans le dual learning et ils sont déjà commencé avec ça plusieurs années. Pourquoi un secteur dit, OK, on veut commencer avec du dual learning, ça, je ne sais pas. Quel est le trigger pour commencer avec ça? Je pense que ça dépend d'un secteur ou d'un autre. La convention, le secteur covenant est un des éléments qui peut aider, mais c'est le secteur qui décide lui-même est-ce qu'on va faire ça ou pas. Une autre question très précise sur un projet de réforme en cours, donc ça c'est David Piscicelli qui nous le partage, sur la question des incitants. Et je crois qu'effectivement, il y a un décret qui vient de passer côté flamand sur le Premie kwalificeren werkplekken voor ondernemingen en leerlingpremie alternerende opleiding. Est-ce que ça, vous êtes au courant de ce texte qui vient de passer? C'est un avant-projet de décret. Je l'ai très mal lu, désolée. On demande un avis, une réaction. Je pense qu'il y a une modification du système de primes, sauf erreur. Mais je pense que ce monsieur, il parle de leervergoeding, donc c'est une allocation d'apprentissage. Et donc, c'est le montant que l'élève reçoit. Et là, il y a des changements être passés. Mais... Je crois que c'est au niveau de l'âge, non? C'est pas l'âge qui a été étendu ou le montant qui a été augmenté dans ce projet de décret? Donc, oui, donc ça dépend combien d'heures. Donc, l'apprenti doit être au moins 20 heures en moyenne par semaine sur une base annuelle chez un employeur. Et donc, c'est en Flandre, 555 € par mois, la première année. La deuxième année, c'est 613
€ et le troisième, c'est 661 €. Et ça, c'est en Flandre. En Bruxelles, il y a en plus la prime aux jeunes en formation d'alternance. Et ça, c'est 500 € le premier an. Le deuxième année de formation, c'est 750 €. Ah non, c'est 50 € pour le premier et le deuxième an, et le troisième an, c'est 700,50 €. Mais ça, c'est pour une année. Ok. Et donc, en Flandre, c'est chaque semaine que le jeune reçoit ça. Et donc, je pense que ça, c'est le... Oui, et donc on demande votre avis, en fait. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Est-ce que ça vient renforcer ou aider les jeunes qui s'y investissent à continuer ou pas? Je ne sais pas. Pour certains jeunes, peut-être oui. Pour d'autres, non. Parce que c'est aussi une question... Ça dépend des jeunes. Il y a des gens qui ont besoin de ce montant. Il y a des autres qui ce n'est pas nécessaire d'avoir 500 € par mois. Est-ce que c'est une trigger pour un jeune pour commencer en dual-leren? Peut-être pour certains, mais peut-être pas pour d'autres. certains, mais pas pour tout le monde, je pense. Donc, ce que je retiens aussi de ce que vous dites, c'est que ça fait plusieurs fois qu'on parle de trigger, justement, de qu'est-ce qui déclenche. Hein. Il y a plusieurs leviers à activer, et selon le cas de figure, selon le jeune, selon l'entreprise, ça ne va pas être le même levier à activer et le levier qui va déclencher justement le fait de se lancer là-dedans. Et ça, c'est un peu dommage, je trouve, sur ce système maintenant. Il y a le système dual-leren, avec des raisons, c'est créé, mais pas tous les jeunes sont capables de poursuivre le dual-leren. Le système d'alternance leren en werken, c'était un système pour les jeunes, comment on dit ça, kwetsbaarder, donc fragilisé. Mais ce n'est pas possible maintenant. Ah, donc ça, c'est intéressant comme point, oui. Oui, parce que ça a élevé le niveau. Ça va être dual-leren. Et donc, les jeunes qui sont maintenant dans le système d'alternance leren en werken, pour moi, ce n'est pas clair. Il ne va pas venir, il ne va pas commencer avec dual-leren parce que c'est un système trop lourd pour lui. Okay. Et donc, c'est la question, qu'est-ce qu'il va faire avec ce groupe de jeunes? Donc ça, c'est la question du public cible, effectivement. Ouais. Et on sent que ça évolue. Donc ça, je pense que c'est un point important pour les auditeurs de comprendre que la réforme a aussi une implication, une conséquence sur le public cible. Et donc, effectivement, de savoir qu'est-ce que ces jeunes qui étaient avant dans le Leren en Werken vont devenir. Et je crois que du côté francophone, ça fait certainement écho à beaucoup de choses qu'on a pu évoquer, notamment via les CFA, les réformes en cours. Hein. Donc ça nous parle aussi beaucoup. Je crois qu'il y a encore un élément qu'on voulait voir avec vous sur la question des stages, typiquement. Donc, à Bruxelles, les jeunes peinent à trouver des stages. Un chiffre, d'ailleurs, peut nous éclairer sur ce constat. Au 15 janvier 2021, presque un quart des élèves inscrits en CFA, donc du côté francophone, n'avaient pas de stage. Alors, est-ce que du côté flamand, la réforme a permis d'augmenter les lieux de stage ? Voilà, est-ce que les apprenants rencontrent toujours des difficultés pour trouver des stages? Qu'est-ce qu'on peut en dire par rapport à la réforme du dual-leren? Donc, à Bruxelles, contrairement à la Flandre, le département flamand du travail et de l'économie sociale constate une diminution du nombre de reconnaissances les places de stage. Donc, en 2016, les premières reconnaissances ont été accordées immédiatement pour 5 ans. Ces reconnaissances ont depuis lors expiré et n'ont pas été automatiquement renouvelées. De nombreuses entreprises se sont retirées.
D'une part, parce qu'ils n'ont pas vu des jeunes ces dernières années, et d'autre part, davantage d'obligations ont été ajoutées pour être reconnues comme une entreprise. Selon le département, ce n'est pas nécessairement une mauvaise évolution non plus. L'offre et la demande sont ainsi mieux adaptées. Par exemple, il note une augmentation du nombre de reconnaissances dans des secteurs émergents tels que l'hôtellerie et la construction. Quand vous dites reconnaissance, c'est agrément, en fait, je pense. Du côté francophone, oui, c'est l'agrément que les entreprises ont le droit d'accueillir des jeunes dual lehren. Voilà. Donc, comme employeur, vous êtes obligé de demander au département je veux recueillir des jeunes dans dual lehren. Et quand tu n'as pas un agrément, ça ne va pas. Ok. Ouais. Et donc, il y a une diminution. Donc, ça, c'était quand même l'élément important. Ouais. Vous disiez, depuis 2016, le ministère a constaté une diminution des entreprises agréées. Et les explications données, c'était donc pas d'expérience positive, en fait. C'est les entreprises qui se retiraient, ne redemandaient pas d'agrément, disaient en fait, non, on ne veut plus. Exact. Ok, donc est-ce que c'est ça aussi un des éléments qui explique la réforme, de dire, mais il y a vraiment une évolution qui est assez négative. Il faut réformer pour aller rechercher ces entreprises? Je pense dans deux sens. Il n'y a pas des employeurs parce qu'il n'y a pas des élèves. Il n'y a pas des élèves parce qu'il n'y a pas des employeurs. Et c'est difficile pour résoudre ce problème parce qu'un employeur dit « Ok, je veux participer, j'ai mon certificat et j'attends un élève et il ne vient pas. » Ou c'est un élève qui ne fonctionne pas très bien. Il dit, bon, c'est clair, j'ai fini et c'est terminé. Donc ça, ce sont des hiccups, je pense, dans le parcours. Donc le département, il dit, bon, ce n'est pas un problème parce qu'il y a un mieux balance entre qu'est-ce qu'il demande et est-ce qu'on peut offrir. Donc, on va voir. Et donc, effectivement, je fais le lien avec votre précédente question sur les publics fragilisés. Ouais. Donc, on voit bien aussi que c'est tout un système qui est pris en une équation à résoudre avec d'un côté les publics, les bons incitants, faire revenir les entreprises, etc. Alors, je crois qu'on a encore peu de temps. Et il y a effectivement quelques questions auxquelles je vais vous les poser. Donc, notamment Vincent Giroul, qui est le directeur du centre de formation ici de l'EFP à Bruxelles, et qui souhaite avoir des réponses sur quel est le modèle pour la formation d'adultes. Oui, donc là, j'ai cru comprendre, et ça, c'est pour ça que j'avais reformulé la question, que pour le moment, le dual lehren, c'est essentiellement sur le secondaire. Ce n'est pas pour les adultes à ce stade. Si? C'est la question de Vincent Giroul. Donc, c'est pour le secondaire, mais comme j'ai dit, ça va commencer pour les autres écoles. Et pour le CVO, le Centre... Voltijd Onderwijs? Centrum voor Volwassenen Onderwijs. Ah, Volwassenen Onderwijs, l'enseignement de promotion sociale. Promotion sociale, voilà. Oui. Ah, donc, voilà. Mais c'est à eux pour décider est-ce qu'on veut commencer avec dual lehren ou pas. Je pense que ils sont pas très motivés pour commencer avec dual lehren. Parce qu'il y a des formes d'alternance possibles dans les autres écoles et dans la promotion sociale. Dans la promotion sociale, il y a des systèmes pour impliquer le système de VDAB pour travailler. Avec des stages peut-être. Il y a des stages, donc il y a plusieurs systèmes qui sont valables pour les autres écoles. Et donc, le système de dual lehren n'est pas... C'est encore en discussion. Oui. Ça va. Alors, Vincent demande aussi les montants d'allocation, une fourchette. Donc, j'imagine que c'est les allocations que touchent les jeunes, mais peut-être que ça, on peut vous l'envoyer en suivi, peut-être par
par écrit, à moins que Ouais. tu puisses nous… Oui, on fera ça, hein, on vous donnera par écrit. Et les acteurs institutionnels mobilisés et leur rôle, alors ça, c'est quand même une grosse question, Vincent, par rapport au dual Leren. Qui pilote? Qui a le leadership côté flamand? Côté flamand, c'est le département travail et l'économie sociale. C'est l'administration, donc c'est le ministère. C'est le ministère, et donc c'est le ministre du Travail et le ministre de l'Éducation. Ok, Donc, les ce deux sont les ensemble. deux. Ce sont les deux. Donc c'est copiloté, enseignement exact. et travail. Exact. Ça, je pense que c'est aussi très important pour nous francophones de l'entendre. Voilà. Et alors, je poursuis sur les questions. Voilà, donc ça c'est plus un commentaire. L'accord de gouvernement flamand prévoyait la fin de Sintra, Vlaanderen. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que ça, vous avez des informations sur… La fin du Sintra. Apparemment, ça c'est David Pisicelli, je pense que c'est de l'UCM hein, qui pose la question. Si tu n'as pas écho… Ça, je ne sais pas. Voilà, bon, a priori… Non. Vincent n'a pas eu écho. Et alors, voilà, donc c'est Madame El Medawi qui parle du fameux agrément Erkenning. Et apparemment, ce serait compliqué d'avoir cet agrément. Le tuteur doit avoir 5 ans d'expérience, il faut un certificat de bonne vie et mœurs, il faut participer à une formation de mentorat. Mais sauf erreur, je crois que ce sont les mêmes demandes côté francophone. Hein, mais est-ce que pour toi, ces demandes sont trop lourdes ou finalement, la demande d'agrément pour les entreprises n'a pas changé depuis plusieurs années, ne s'est pas alourdi? Si tu veux être un professeur, ce sont aussi des études très lourdes. Et donc, quand on dit à un employeur qui est responsable pour des élèves, je pense qu'il y a un cadre et une structure que tu dois suivre. Et donc, peut-être c'est trop lourd, mais je ne sais pas. Je pense que c'est nécessaire quand tu travailles avec des jeunes, c'est dans une forme de formation, c'est important. Il y a une responsabilité. Oui, voilà. Tout à fait. Écoutez, je vous propose d'en rester là parce que l'heure tourne et on a encore un autre intervenant qui va nous dire des choses passionnantes. Peut-être juste pour terminer, on avait une question bilan. Mais alors, juste en 2 mots, plutôt positif ou plutôt négatif, la réforme? La balance va dans quel sens? C'est difficile. Positif parce qu'il y a un engagement du côté d'employeur. Ça, je trouve c'est positif. Négatif pour moi, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec tous les jeunes qui sont maintenant dans le système alternance leren en werken. Ça, je ne sais pas. Et c'est négatif pour moi. Très bien, bien. Mille merci pour l'intervention. Je profite pour proposer aux personnes qui ont encore des questions sur le dual Leren, n'hésitez pas à nous les envoyer. Je vois des pouces levés, je vous remercie. Et je vais passer la parole à mon collègue Antoine Doré qui va commencer l'intervention avec Jean-François Desbonnets. Restez bien en ligne. Merci. Bien, voilà. Je prends le micro. Voilà, cette intervention de Jean-François Desbonnets. Pour commencer, Jean-François, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous expliquer pour quelle institution vous travaillez? Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Vraiment, merci de m'accueillir ce matin à ce webinaire. J'ai appris beaucoup de choses en écoutant notre collègue flamand. Il y a des similitudes et il y a aussi des différences. Donc moi, je suis François Desbonnets, directeur du CFA Jean Mousseau, CFA Hauts-de-France, c'est un CFA régional, qui pilote 54 centres de formation industrialisés en enseignement public sur l'ensemble des départements de la région. Et on accueille cette année 5000 apprentis sur 16 filières de formation. Voilà. Donc c'est un établissement qui est énorme par rapport aux établissements qu'on voit habituellement à Bruxelles. On va commencer tout de suite par une question sur la réforme. Parce qu'en fait, en 2018, il y a eu une réforme qui s'appelle « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel oui. », qui a remis totalement en mouvement le monde français de l'alternance. Pourquoi cette réforme a été menée? Est-ce que vous pouvez avoir aujourd'hui un petit regard rétrospectif sur ce qui s'est passé? Oui, alors en fait, la volonté de l'État, de l'exécutif, ça a été vraiment de
de mettre en valeur le dispositif alternance et apprentissage en particulier en France, parce que les résultats en termes d'insertion sont plutôt positifs par rapport au système temps plein qui amène, surtout sur les formations professionnelles, une insertion qui est peu convenable au regard de l'exécutif. Et sachant que la problématique de la nation en France, et en particulier de la région en France, c'est de mettre à l'emploi les jeunes et les moins jeunes. Donc tout ce qui favorise l'insertion professionnelle est favorisé, et notamment c'est pour ça que l'État a voulu cette réforme et a renversé complètement la table. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment révolutionné le dispositif apprentissage, et l'ensemble des acteurs concernés jusqu'à 2018 ont été impactés par cette réforme. Les centres de formation, les financeurs, les régions, les branches, les entreprises, enfin, tout le monde a dû revoir sa copie, et ce qui a été du coup plutôt passionnant parce qu'on a tous été co-acteurs et on a tous pu agir sur cette réforme et sur la mise en place de cette réforme. Donc voilà un petit peu l'origine de cette réforme. C'est surtout viser l'insertion des jeunes et des moins jeunes. Alors, on va essayer plus tard d'essayer de comprendre en quoi consistait cette réforme et quels ont été ses résultats. Mais pour remettre en contexte, est-ce que vous pourriez nous présenter de manière très synthétique qu'est-ce que c'est le modèle français ou les modèles français de l'alternance en termes de autorité compétente, de type de contrat d'alternance par rapport aux différentes classes d'âge? Je vous laisse nous expliquer. Oui, alors, je vous ai préparé un petit schéma de l'écosystème de l'apprentissage. Alors, je vous ai mis celui en particulier de mon CFA, mais on va déjà parler de manière très générale du système d'apprentissage français tel qu'il est aujourd'hui. Donc, l'apprentissage dépend du ministère du Travail. Alors, en lien, bien sûr, avec le ministère de l'Éducation nationale, puisque c'est le plus gros certificateur en termes de diplôme sur l'apprentissage, mais je pense qu'on viendra après sur les différents diplômes accessibles à l'apprentissage. Donc, vous avez le ministère du Travail qui pilote la formation professionnelle et le ministère de l'Éducation nationale pour la certification. Et puis, vous avez une instance qui a été créée qui s'appelle France Compétences, qui régule, je dirais, le financement de l'apprentissage, et France Compétences est directement relié à l'État. Ensuite, vous avez les opérateurs de compétences, les OPCO, qui en fait financent directement les entreprises pour l'apprentissage. Et ce financement provient des entreprises. Chaque entreprise cotise en fonction de sa masse salariale, un pourcentage dédié à la formation professionnelle et notamment à l'apprentissage. Et donc, quand on parle de l'entreprise, cotisation en fonction de la masse salariale, ça remonte au niveau de l'État via l'URSSAF, via un collecteur. C'est ensuite réparti par France Compétences aux différents OPCO. Et lorsqu'une entreprise sollicite un contrat d'apprentissage, eh bien, elle se fait financer par son OPCO. Vous avez 11 opérateurs de compétences qui représentent un certain nombre de branches. Voilà un peu comment ça se fonctionne. Et donc, lorsque vous avez un jeune, un contrat, une entreprise, vous avez un financement. Et donc, le CFA, dans tout ça, a le lien avec les familles et avec les jeunes, accueille ces jeunes avec un contrat d'apprentissage dans son centre, et puis dispense la formation en lien avec l'entreprise, parce que, comme ça a été cité tout à l'heure, il y a une partie de formation réalisée par l'entreprise et une partie réalisée au centre de formation. Voilà un petit peu schématiquement l'écosystème de l'apprentissage en France pour développer ce dispositif de formation. Merci. Donc, on voit que c'est un système qui fonctionne vraiment à l'échelle nationale et non pas régionale. Oui, alors, le conseil régional qui, auparavant, dans l'ancien monde, avait le pilotage de l'apprentissage, c'est lui qui
conventionné avec les centres de formation pour le développement de l'apprentissage, qui régulait l'apprentissage, qui finançait en partie l'apprentissage, a perdu cette compétence, mais reste un partenaire essentiel puisqu'il a la compétence du développement économique des régions. Donc, quand vous avez la compétence du développement économique, forcément, vous avez du lien avec les branches, avec les entreprises, et donc vous avez intérêt à développer l'apprentissage qui permet de créer de la valeur au niveau des jeunes, des familles et des entreprises. Et en tout cas, en Hauts-de-France, la région continue à participer au développement de l'apprentissage en investissant sur les biens immobiliers et les équipements des centres de formation d'apprentis. Ils accordent des subventions non négligeables sur l'aspect équipement et investissement immobilier et aident également les apprentis sur l'hébergement, la restauration, le déplacement, le permis de conduire. Voilà. Donc, il y a aussi un soutien des régions qui n'est pas négligeable. Juste un petit mot sur les types de contrats d'alternance. Alors, c'est vrai que moi, je vais vous parler essentiellement du contrat d'apprentissage. Il existe aussi un contrat de professionnalisation qui est aussi un contrat d'alternance qui, sur, je dirais, son rythme d'alternance, sur sa philosophie, sur la contractualisation, sur le financement, c'est à peu près similaire à l'apprentissage. Les aides aux entreprises et les conditions de mise en œuvre pour les entreprises, c'est un peu moins favorable. Et l'objectif aujourd'hui du contrat de professionnalisation, c'est vraiment de monter en compétence sur des spécialités métiers. Le contrat d'apprentissage, d'abord, s'ouvre à davantage de diplômes et permet des parcours et des cursus qui sont quand même plus larges et plus différents. Donc, aujourd'hui, il y a plutôt un transfert des contrats de professionnalisation sur le contrat d'apprentissage et mécaniquement, ça a favorisé aussi le développement de l'apprentissage puisque aujourd'hui, les entreprises favorisent plutôt le contrat d'apprentissage au profit du contrat pro. Donc, c'est pour ça que je vais plutôt rester sur le contrat d'apprentissage qui est vraiment un gros développement au niveau national. Merci. Alors, pour bien comprendre également le système français, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des types de diplômes et des passerelles qu'il existe en France? Quels diplômes sont délivrés au terme des formations d'alternance? Est-ce que ces diplômes bénéficient tous de reconnaissance et de passerelles entre les différentes filières d'enseignement et de formation professionnelle? Alors, l'objectif de l'État, ça a été d'ouvrir au maximum les diplômes au contrat d'apprentissage. Donc, je vous ai préparé aussi une petite diapo sur les différents diplômes. Donc, en fait, vous avez, vous pouvez accéder à un contrat d'apprentissage après la 3e. Donc, c'est à partir de 16 ans. Alors, on peut avoir des jeunes qui arrivent à l'âge de 15 ans après avoir terminé le cycle de collège. Et donc, vous avez ici, sur cette slide, l'ensemble des diplômes accessibles à l'apprentissage. Et si vous allez sur le site de France Compétences, eh bien, vous avez un lien avec le répertoire national des certifications professionnelles. Et donc, vous avez tous les diplômes éligibles à l'apprentissage. Donc, moi, je vous ai mis les diplômes essentiels, en tout cas les niveaux de formation. Mais si vous voulez vous intéresser en détail aux diplômes éligibles, vous allez sur le site de France Compétences. Donc là, effectivement, après la 3e, la seconde, vous pouvez accéder au CAP, certificat d'aptitude professionnelle, brevet d'études professionnelles et titre RNCP. Alors, titre RNCP, ce sont des titres qui sont validés par le ministère du Travail. Tout ce qui est CAP, BP, ce sont des diplômes de l'éducation nationale, donc le certificateur et l'éducation nationale, mais on peut aussi proposer des titres professionnels qui sont des niveaux et des certifications du ministère du Travail. Donc ensuite, vous avez ce qu'on appelle, nous, le niveau 4 pour les bacs professionnels, brevets professionnels, mention complémentaire, brevet arts et métiers.
et aussi des titres RNCP de niveau 4. Ensuite, vous avez des Bac+2, donc c'est une spécificité française, un BTS, brevet technicien supérieur, les diplômes universitaires, et toujours, on retrouve des titres RNCP. On peut accéder également au Bac+3, Bac+4, Bac+5 avec des licences professionnelles. On a même des licences générales en apprentissage, diplôme d'ingénieur, titre RNCP, et puis master spécialisé et également des titres RNCP. Vous voyez que sur l'apprentissage, on peut former des jeunes Bac-3 à Bac+4, Bac+5 sans souci, avec des passerelles et des parcours de formation possibles. On a des jeunes qui font de la formation temps plein jusqu'au bac et qui poursuivent en apprentissage, ou alors qui font une licence, et puis à l'issue de la licence, ils font un master en apprentissage. On peut même faire une année en formation temps plein, et puis la terminale, la dernière année en apprentissage. On peut même faire de la mixité publique, c'est-à-dire que dans un groupe temps plein, on peut avoir des apprentis qui suivent le même cursus, parce que tous les diplômes que je vous présente là, ce sont les mêmes diplômes que la formation temps plein. Oui. Exactement la même diplomation et le même niveau. À tous les niveaux, c'est le cas. À tous les niveaux, c'est le cas. Donc, un jeune peut passer d'un dispositif à l'autre, ce qui permet aussi de sécuriser son parcours. C'est-à-dire que voilà, il démarre en apprentissage, pour X raison, il y a une rupture de contrat, et bien sans difficulté, il peut revenir sur du temps plein, et sa période d'apprenti est reconnue pour sa diplomation. Et donc ça, c'est plutôt intéressant, parce que ça nous permet d'être agile, de pouvoir adapter le parcours en fonction de la maturité du jeune, de son âge, de son envie, du parcours qu'il a envie de poursuivre. C'est un système qui est très souple et qui semble permettre beaucoup de passerelles. Il y a un point sur lequel je voulais revenir, c'est la question de l'âge. Ouais. C'est un point qui différencie vraiment la Belgique par rapport à la France, c'est que chez nous, l'alternance est surtout développée dans un premier temps dans l'enseignement secondaire. Oui. En France, j'ai l'impression que l'enseignement supérieur a des chiffres beaucoup plus élevés. Est-ce que l'alternance, à votre avis, est plus adaptée à des apprenants un peu plus âgés? Est-ce que vous pensez que l'alternance à l'avenir va plutôt se concentrer sur les filières de l'enseignement supérieur? Et j'en profite pour poser une petite question. J'ai l'impression que dans la réforme, il y a un passage de 25 ans à 29 ans pour l'âge d'entrée en alternance. Donc ça illustre assez bien notre rapport à l'âge. Alors, sur l'âge, en fait, la règle, c'est 16-29 ans. Donc, c'est vrai qu'on est passé de 26 à 29 ans. Il y a des particularités. Un jeune porteur de handicap reconnu peut souscrire un contrat d'apprentissage sans limite d'âge. Un sportif de haut niveau peut également souscrire un contrat d'apprentissage sans limite d'âge. Et enfin, un jeune ou moins jeune qui souhaite reprendre une entreprise ou créer une entreprise, il n'y a pas de limite d'âge non plus. Donc la règle, c'est 16-29, sauf les exceptions que je viens de vous citer. Alors maintenant, concernant le supérieur, le développement du supérieur, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'exécutif a voulu cette réforme, comme je vous l'ai dit, pour améliorer le taux d'insertion des jeunes, et notamment les jeunes les plus éloignés de l'emploi. Donc, c'est plutôt favoriser les formations bac et infra-bac, c'est-à-dire bac-3, CAP, mention complémentaire, brevet professionnel et bac. Sauf que la réalité, depuis la réforme, c'est que le supérieur s'est fortement développé par l'apprentissage. Alors, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de besoin exprimé par les entreprises. Aujourd'hui, on a des entreprises qui souhaitent signer des contrats sur des niveaux supérieurs.
Et donc, c'est ce qui a favorisé le développement de l'apprentissage. Et du côté des jeunes, eh bien, ça a permis aussi à certains jeunes qui n'avaient pas la possibilité de financer de l'enseignement supérieur, de pouvoir accéder à ces niveaux parce qu'ils touchent une rémunération, parce que la formation est gratuite. Et donc, ça a permis à un certain nombre de jeunes de pouvoir continuer leur formation dans le supérieur. Donc, ces deux phénomènes ont fait que, évidemment, le supérieur s'est fort développé au niveau national. Mais la réforme est quand même faite pour, comment je dirais, aider les jeunes les plus éloignés de l'emploi à l'apprentissage et à l'insertion. Après, cette question de jeunes moins jeunes, c'est peut-être aussi d'accueillir des jeunes qui ont rompu leur cursus de formation scolaire et qui peuvent revenir du coup en formation par le biais d'un contrat d'alternance et d'un contrat rémunéré. C'est aussi l'objectif de cette réforme. Mais c'est vrai qu'on constate que le supérieur a fortement développé l'apprentissage en France. Merci. Alors, on va passer un petit peu aux résultats de la réforme. À votre avis, c'est une question un petit peu introductive par rapport à ça. En une minute, qu'est-ce que vous diriez sur les principaux résultats, les principales conséquences de la réforme? Ce qu'a voulu également l'État, c'est de libérer le marché de la formation. C'est en plus les termes qui ont été employés. Donc, on rentre dans un marché libéralisé, concurrentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout opérateur, à partir du moment où il a un numéro d'agrément au ministère du Travail et une certification qualité, qu'on appelle Calliope, peut ouvrir son centre de formation. Donc, c'est très simple. Et donc, ça a libéré le marché. Donc, on a vu arriver de nombreux centres de formation qui ont proposé des formations en apprentissage. Donc ça a bouleversé le schéma des formations au niveau national. Donc ça a été la première conséquence. Forcément, ça a permis aussi d'étoffer l'offre de formation, ce qui est plutôt positif pour répondre aux besoins des entreprises et aux besoins des familles. L'exécutif a voulu aussi changer un petit peu le modèle économique des centres de formation. Puisque jusqu'à présent, avant la réforme, nous étions uniquement sur un budget de charges. Je ne vais pas rentrer dans la technique, mais pour fonctionner, nous avions des charges et le conseil régional venait équilibrer ces charges. Donc, les centres de formation ne pouvaient pas créer de résultats pour réinvestir sur l'appareil de formation. Cette réforme nous permet de pouvoir piloter notre chiffre d'affaires, puisque vous avez compris que vous avez un contrat, vous avez un financement. Plus vous avez de contrats, plus vous avez de financement. À partir du moment où vous maîtrisez vos charges, vous pouvez dégager du résultat, réinvestir sur l'appareil de formation. Donc ça a eu un impact aussi intéressant au niveau de nos centres de formation. Ça crée une dynamique. Moi, je me souviens que le directeur de cabinet de Mme Pénicaud, la ministre qui a mis en place cette réforme, nous avait demandé d'être des entrepreneurs de la formation. C'est un changement de posture aussi pour nous, directeurs de centre. Et donc, cette libéralisation a permis de libérer des énergies et favoriser le développement de ce dispositif. Très bien, oui. Donc, l'élément que vous mettez en valeur, c'est en tout la libération d'énergie, l'autonomie des établissements. Alors, ça a eu comme conséquence aussi une concurrence plus importante. Forcément, on est dans un marché. Et donc, on doit agir comme des entrepreneurs. Voilà, en mettant en avant nos spécificités. Voilà, c'est plus une approche d'entreprise. Bien qu'on est là pour accompagner les jeunes et les amener à l'emploi. Il ne faut pas l'oublier. Est-ce que cette réforme s'est faite au bénéfice des apprenants?
est-ce qu'il y a eu une amélioration de la qualité de l'apprentissage et de la qualité de l'insertion? Oui, oui. Alors, déjà, ça a fait bouger des lignes dans la psychologie des familles. Parce qu'en France, alors je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, mais en France, c'est souvent passe ton bac, on verra après. Et l'apprentissage était vu comme une voie de garage. Voilà, tu seras apprenti si tu réussis pas, etc. Les choses s'inversent. Les choses s'inversent. Et aujourd'hui, la plupart des cursus du supérieur se terminent par de l'alternance et par de l'apprentissage. Donc là, il y a déjà ce phénomène que l'on remarque, c'est que cette âme de fond, ce dispositif de formation a gagné quand même en valeur dans l'esprit des familles. Après, sur la qualité de la formation et de l'insertion, je vous ai parlé de ce système qualité, cette certification. Elle vise vraiment à vérifier si chaque centre assure l'accompagnement du jeune avant, pendant et après. C'est-à-dire avant la signature du contrat, pendant tout au long de la formation et après sur le suivi de l'insertion. Donc ça, c'est déjà une obligation, mais qui est vertueuse parce que ça nous oblige à bien formaliser ce que l'on met en place pour les jeunes que l'on accompagne. Et donc, il y a cette certification Calliope, et puis après, il y a le certificateur d'éducation nationale, et puis les certificateurs qui délivrent des titres, qui ont un regard aussi sur la qualité pédagogique et la mise en œuvre pédagogique. Donc, tous ces éléments conjugués poussent à améliorer l'accompagnement et puis le dispositif en apprentissage. Même si on n'est pas à l'abri, et c'est le cas, hein, d'ailleurs il y a eu quelques articles dans les journaux récemment, il y a des centres privés qui sont emparés de ce dispositif pour, voilà, excusez-moi l'expression, mais c'est pour faire de l'argent. Donc aujourd'hui il y a des contrôles assez sévères sur ce genre de pratiques, ce qui est plutôt une bonne chose. Je vais revenir un petit peu sur la question du financement et des incitations financières. Oui. Tout à l'heure, vous disiez que les entreprises avaient leur part dans le financement du système de l'alternance via la fonction de la masse salariale. Oui. Est-ce que l'État reste majoritaire dans le financement de l'alternance? Et puis j'en viens à la question, voilà, des incitants financiers. Est-ce qu'il existe des incitants financiers en direction des apprenants, en direction des employeurs? À quelles conditions elles sont attribuées? Oui, alors vous avez compris que l'État a donné les clés de la formation professionnelle aux entreprises. Alors, des clés, et c'est un peu contrôlé, hein, puisque vous avez France Compétences qui pilote un peu tout ça, mais le financement provient des entreprises, en tout cas pour le coût de formation. Ensuite, les salaires, hein, puisque les jeunes signent un contrat de travail, c'est un contrat de travail à durée déterminée, selon le nombre d'années nécessaires pour la diplomation. Et donc, ça, c'est à la charge de l'entreprise. Et l'État, pour inciter les entreprises à recruter des apprentis, a effectivement mis en place un système de primes et qui ont été valorisées au moment du Covid et surtout à la sortie du confinement pour soutenir la réforme et essayer d'atteindre ces objectifs, hein, puisque vous avez sans doute entendu parler de l'objectif d'1 million d'apprentis au niveau national. Et donc, pour inciter les entreprises à atteindre cet objectif, effectivement, il y a des primes. Donc, je vous ai mis une petite diapo aussi sur les primes. Donc, jusqu'à présent, vous avez 8 000 € pour les apprentis majeurs et 5 000 € pour les apprentis mineurs.
Donc, pour une entreprise, lorsque vous prenez un apprenti majeur, 8 000 euros, alors c'est pour la première année, ça couvre pratiquement les charges de salaire. Donc, vous avez un alternant quasiment gratuit pour une année. Donc, c'est incitatif. Donc, on nous a annoncé très récemment que l'aide à l'embauche serait maintenue, mais plutôt lissée, puisque ce sera 6 000 euros, quel que soit l'âge de l'apprenti, à partir de janvier 2023. Donc, on sent vraiment le souhait de l'État de maintenir et de développer ce dispositif de formation. Donc ça, c'est une vraie volonté. Alors, du côté de l'apprenti, effectivement, il y a des aides qui proviennent des OPCO, donc de cette mutualisation des fonds collectés par les entreprises. Donc, une aide sur la restauration, sur l'hébergement, le transport, le permis de conduire, puisque chaque apprenti peut avoir 500 euros pour son permis de conduire. Et selon les régions, alors nous, on est dans une bonne région, chez la région Hauts-de-France, eh bien, la région vient apporter des aides complémentaires sur l'ensemble de ce que je viens de vous citer pour les apprentis. Donc, un apprenti en France touche une rémunération à la gratuité de la formation, touche des aides au transport, à l'hébergement, au permis de conduire. C'est parfois, selon certaines filières et certaines branches professionnelles, abondé. Certaines branches qui vont encore plus loin, et qui apportent davantage. Le salaire touché, il y a une grille en fonction de l'âge, c'est un minimum, mais les entreprises peuvent payer plus. Ce n'est pas une obligation de rester sur les minis. Donc, c'est assez séduisant pour un jeune de faire sa formation, son parcours de formation par apprentissage, même si ce n'est pas facile, puisqu'il suit les mêmes formations que ses collègues temps plein, et en plus, il travaille. Donc, il faut une vraie motivation pour aller jusqu'au bout. Alors, est-ce qu'avec toutes ces incitations financières, et avec les autres axes de la réforme, notamment la libéralisation des centres de formation, est-ce que la réforme a réussi à faire à augmenter le nombre d'apprentis à 1 million? On n'y est pas encore. Alors, je pense que je vous ai mis aussi une petite diapo sur les évolutions. Alors, 718 000, là, c'était pour 2021. On approche, je pense qu'on a dépassé les 800 000 à aujourd'hui. Donc oui, puisque si on regarde quelques années en arrière, vous voyez, on est passé de 354 000 en 2019 à presque 800 000 cette année. Donc, encore un petit effort, on arrivera au million d'apprentis. Et vous voyez, sur la carte de France, tous les départements sont concernés par cette augmentation. Et toutes les filières et tous les diplômes sont concernés par cette augmentation. Moi, si je prends l'exemple de mon CFA, en 2018, juste avant la réforme, j'avais 1700 apprentis dans mon réseau et aujourd'hui, on est à 5000 apprentis. La première année, on a augmenté de 25%, la deuxième année de 43%, la troisième année de 46% et cette année, on est autour de 20%. Et l'ensemble des diplômes sont concernés par cette augmentation. Et ça, c'est plutôt positif. CAP, Bac, BTS, et puis Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5, ils sont tous concernés par cette augmentation. Avec une poussée, je vous l'ai dit tout à l'heure, une poussée un peu plus importante sur les niveaux supérieurs. Et l'ensemble des filières, des branches, sont également concernées par cette augmentation. Donc ça veut dire que 800 000 contrats d'apprentissage en 2022, ça veut dire qu'il y a eu aussi une grande croissance du nombre de contrats, de stages avec les entreprises. Les entreprises ont suivi le mouvement
C'est ça Oui. qui permet... Oui, alors effectivement, il y a une volonté des branches professionnelles qui représentent les entreprises à développer l'apprentissage. Et il y a des contrats d'objectifs et de moyens qui sont signés entre les branches professionnelles représentées par les OPCO et l'État pour développer l'activité économique par le biais en partie de l'apprentissage. Donc ça, c'est important. Bien qu'aujourd'hui, on a 8% des entreprises en France qui font appel à l'alternance. Vous voyez qu'on a encore un vivier d'entreprises important pour aller plus loin. La problématique que nous avons aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas assez de jeunes pour pouvoir satisfaire l'ensemble des besoins des entreprises. Voilà. Oui. On a plus d'offres d'entreprises aujourd'hui que de jeunes à mettre en face. C'est un petit peu paradoxal. Dans toutes les régions? Alors oui, globalement dans toutes les régions. Alors en Hauts-de-France, les Hauts-de-France, c'est la deuxième région la plus jeune de France. On a un taux de chômage autour de 26%. Et on a des offres d'entreprises qui ne sont pas pourvues. Et donc, la connexion entre les besoins, les souhaits des jeunes, leur formation, leurs compétences, et puis celles des entreprises, ne sont pas forcément en adéquation. Et donc, c'est une vraie problématique pour tout le monde, et notamment pour les élus, de comprendre cette mécanique et d'essayer de rapprocher, en fait, les jeunes qui en ont besoin et les entreprises qui attendent. Donc ça, il y a un gros travail qui est entrepris avec tous les acteurs, mais c'est un constat. Et donc, effectivement, le sourcing jeune aujourd'hui est une problématique. D'accord. Et on va conclure sur cette séance de questions. Si vous aviez un bilan à faire sur les points positifs et négatifs de la réforme, assez rapidement, qu'est-ce que ce serait? Les points positifs, c'est que l'État a vraiment mis les moyens pour soutenir sa réforme, lever les freins au niveau des entreprises, inciter les entreprises, rassurer les familles avec ces parcours de formation qui sont possibles, les diplômes qui sont ouverts à l'apprentissage. On a des niveaux de prise en charge, puisque pour chaque contrat, on a un forfait apprenti, un forfait annuel, qui dépend du diplôme. Et le niveau de prise en charge est suffisamment correct pour pouvoir assurer une formation de qualité. Donc ça, c'est plutôt positif. Ensuite, on a la possibilité justement de proposer des parcours de formation sécurisés. C'est ce que je vous disais, hein. Un jeune qui rompt un contrat, c'est pas un souci, on l'accueille en temps plein et vice-versa. Donc ça, c'est plutôt positif. La libéralisation du marché, ça permet de libérer les énergies et d'être propre acteur du développement de l'apprentissage. Donc ça, c'est plutôt bien. On a aussi un système digitalisé qui permet de favoriser l'enregistrement des contrats, le lien avec les financeurs. Donc, on essaye d'automatiser, de digitaliser un petit peu le système, même s'il y a encore des choses à faire. Donc, c'est plutôt bien. Ce qui est plutôt, je dirais, les points d'attention, c'est quand même la concurrence. Et faire attention qu'on n'ait pas des marchands de soupe qui vendent des contrats d'apprentissage et qui visent que le niveau de prise en charge qui est intéressant. On nous a déjà annoncé, on l'a déjà vécu, une baisse du coût de prise en charge, des niveaux de prise en charge. Donc l'État a déjà baissé de 5% en juillet. En septembre, pardon, on nous annonce encore une baisse en avril, puisque France Compétences, le budget de France Compétences est déficitaire aujourd'hui. Donc ça, c'est des points d'attention. La libéralisation du marché, ça peut être aussi une menace, parce que avec une concurrence importante, et ça sécurise moins les centres de formation. Et puis, on peut avoir une atomisation du marché, c'est-à-dire que
plus vous avez de structures, moins vous travaillez en partenariat, moins vous travaillez en réseau, moins vous travaillez en cohérence. Ce qu'on avait moins dans l'ancien système, puisqu'on avait un régulateur qui était le conseil régional et qui ouvrait les formations vraiment en fonction d'une pertinence avérée. Bon, là, si chacun fait ce qu'il veut, c'est moins régulé, donc c'est aussi un point d'attention, mais que chaque centre doit avoir. Donc voilà, c'est en gros ce que je peux vous dire sur les opportunités puis les faiblesses, mais je pense qu'on peut dire que c'est une vraie réussite, cette réforme. On le voit au point de vue quantitatif, mais même au point de vue qualitatif. On a quand même un taux d'insertion des jeunes assez important. On est passé 70% à plus de 6 mois. 57% des entreprises qui ont pris un jeune gardent le jeune. Donc, c'est quand même des indicateurs de performance qui sont intéressants et qui créent de la richesse dans les territoires. Et c'est plutôt positif. Ouais, merci beaucoup Jean-François. Je passe le relais à mes collègues pour des questions sur le chat. Oui, alors, nous avons une première question, c'est comment s'effectue le recrutement des élèves dans l'enseignement secondaire en alternance en France? S'inquiète-t-on des motivations des jeunes qui s'y inscrivent? En Belgique francophone, l'alternance est très malheureusement souvent une filière de relégation. Oui, alors, il y a plusieurs possibilités pour un jeune qui souhaite faire de l'apprentissage. D'abord, au niveau de l'orientation post-troisième, il y a de l'information auprès des familles et auprès des classes sur l'apprentissage, même s'il y a encore des progrès à faire. Ça se fait au même moment de la présentation de l'orientation de seconde générale ou technologique ou professionnelle. Il y a beaucoup de forums où on reçoit les familles, et puis de plus en plus, les CFA essayent d'informer les familles et les jeunes sur l'apprentissage. Donc, bien que l'apprentissage aujourd'hui est encore très sélectif, c'est-à-dire qu'un jeune qui a un réseau dans sa cellule familiale, un réseau d'entreprise, c'est pas réseaux sociaux, mais réseau, c'est plus facile de pouvoir signer un contrat d'apprentissage qu'un jeune qui n'a pas de réseau. Et c'est là où nous, CFA, on doit venir en appui pour accueillir ces jeunes et les aider à trouver une entreprise. Moi, j'ai un service qui est dédié à ça, qui est dédié au développement de l'apprentissage, à accompagner les candidats, à les préparer et à les mettre en face des offres qui sont proposées par les entreprises. Et souvent, les entreprises font appel au CFA directement en leur disant, voilà, moi, pour l'année prochaine, j'ai besoin d'autant d'apprentis. Et du coup, c'est le CFA qui fait le lien et le mariage entre le jeune et l'apprenti. Donc, c'est vrai qu'auparavant, on avait beaucoup de jeunes qui venaient par défaut vers l'apprentissage. Aujourd'hui, on a plutôt la tendance inverse. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui souhaitent faire de l'apprentissage et quand ils ne trouvent pas de contrat, retournent en temps plein. C'est un petit peu un phénomène qui s'inverse. Merci. Autre question, est-ce que les centres de formation sont-ils liés à certaines entreprises? Alors, ça a été aussi inscrit dans la loi. Aujourd'hui, des entreprises peuvent créer leur propre CFA. Donc, du coup, effectivement, le centre est dans l'entreprise. Donc, on en a quelques entreprises qui ont créé leur propre CFA. Ça se développe tout doucement. La difficulté pour elles, c'est de pouvoir assurer la formation et notamment l'enseignement général. Autant l'enseignement professionnel, ça peut se faire au sein de l'entreprise, autant l'enseignement général, c'est un peu plus compliqué. Donc, ils sous-traitent cette partie au centre de formation. Et c'est là où il y a un lien, du coup, contractuel entre ces CFA d'entreprise et puis les CFA dits classiques. Donc ça, c'est
premier lien qu'il peut y avoir. Et après, il peut y avoir aussi des conventions de partenariat avec des grosses entreprises sur le développement de l'apprentissage, sur des découvertes de métiers, sur des visites d'entreprise. Et là, effectivement, c'est aussi possible de créer ces liens. Nous, on a ouvert dans un de mes centres, on a ouvert une école qui s'appelle Kubota Academy. Vous connaissez Kubota, c'est le numéro 1 de matériel travaux publics. Et donc, dans cette Kubota Academy, on forme des techniciens en maintenance de matériel travaux publics pour l'ensemble de la France. Et donc, c'est une formation dédiée à Kubota. On a aussi des écoles Peugeot, enfin, c'est aussi des liens qu'on peut avoir. Mais plus on va favoriser le partenariat ou le lien avec l'entreprise, plus l'apprentissage sera de qualité. Et c'est vraiment un enjeu important, c'est comment accompagner l'entreprise sur cette co-formation. Parce que c'est vrai, le principal métier de l'entreprise, c'est pas de former. Même si c'est vrai qu'il faut qu'il y ait un maître d'apprentissage qui doit suivre son jeune, mais quand vous apportez un référentiel de formation à un tuteur, déjà le temps qu'il décode notre jargon, les 2 années seront passées. Donc il y a cet accompagnement et ce lien très fort à avoir avec l'entreprise, même s'il n'y a pas même si c'est pas formalisé avec une convention. Voilà. Autre question. Les aides aux investissements des régions sont-elles réparties sur l'ensemble des CFA ou captées par certains centres? Alors, la logique, c'est pour tout le monde. Ça, c'est la logique. Il faut savoir que ces enveloppes sont données par France Compétences, par l'État. Donc, chaque région reçoit une enveloppe pour des investissements immobiliers et des équipements, et le soutien à la formation. Il y a certaines régions en France qui ont décidé d'abandonner le soutien à l'apprentissage. Voilà. Ils n'ont pas accepté le fait d'être plus compétentes sur l'apprentissage et ont décidé de ne plus rien faire, donc ils ne captent pas ces enveloppes. Ce n'est pas le cas des Hauts-de-France. Et donc, ce sont des appels à projets qui sont ouverts à l'ensemble des CFA. Alors après, il y a un cahier des charges. La région vérifie si on répond à ce cahier des charges, vérifie aussi la qualité de mise en œuvre de la formation par apprentissage des centres avant d'investir, avant d'octroyer des subventions, qui peuvent être conséquentes. En général, la région Hauts-de-France, alors c'est spécifique à la région Hauts-de-France, elle peut financer 50% d'un bien immobilier dédié à l'apprentissage. Donc, ce n'est pas neutre. Mais bon, voilà, elle a comme une attention sur la qualité de la mise en œuvre de l'apprentissage du centre, avant d'octroyer des subventions. Ce qui est plutôt sain. Ok. Autre question ici sur la mise en place d'une plateforme des autorités pour fluidifier l'aide pour trouver, si je comprends bien, des stages, car si cette personne nous dit qu'elle voit passer sur LinkedIn des postes de jeunes Français qui ont une énorme motivation, mais qui désespèrent car ils ne trouvent pas de stage. Qu'en est-il de cette plateforme? Alors, il y a plusieurs plateformes qui existent, et je dirais chacun y va de sa plateforme. Vous allez chez... Non, mais donc, c'est compliqué après pour les familles et les jeunes de s'y retrouver, même parfois pour nous. Donc, il n'y a pas une plateforme, il y a des plateformes. Et donc, si vous allez même sur les sites des opérateurs de compétences, les OPCO, ils mettent à disposition des plateformes pour mettre en relation les jeunes et les entreprises. Et donc, c'est pas facile pour les jeunes de s'y retrouver. Et c'est pour ça que, alors, je prêche pour ma paroisse, mais je pense que le bon interlocuteur, c'est quand même le CFA, puisqu'il est en lien avec son réseau d'entreprises, il est en lien avec les prescripteurs de l'orientation, et voilà, il a cette compétence de mise en relation des jeunes et des entreprises. Donc, pas hésiter à cartographier les CFA qui existent. Il y a un site ONICEP qui existe, qui est le site de l'orientation de l'éducation nationale, où tous les CFA sont répertoriés. Et donc, ce qui permet de prendre contact directement avec les CFA en disant, ben voilà, moi j'aimerais être apprenti
dans telle et telle filière. Et après, nous, on travaille pour mettre en relation avec une entreprise. Et c'est en ça que je disais que l'apprentissage est assez sélectif. Quand on n'a pas de réseau, quand on n'a pas de lien, souvent les entreprises, quand elles voient arriver un jeune avec un CV, bon, elles mettent le CV de côté, même si elles ont des besoins. Elles préfèrent passer par un centre de formation d'apprentis avec lesquels elles ont l'habitude de travailler. On les connaît, on connaît les profils de jeunes qu'ils souhaitent et la relation est plus facile. Merci. Alors, petite question, vous avez parlé, donc les entreprises financent le système via une taxe Oui, sur base de la masse salariale. oui. Mais la question est de savoir où part cet argent, vers les CFA, vers les apprenants, ou il retourne vers les entreprises qui accueillent un ou une apprenti. En fait, donc, ces sommes sont collectées par un organisme collecteur national. Donc, on a une manne financière qui est mutualisée et c'est France Compétences qui répartit les fonds pour chaque opérateur de compétences. Et chaque opérateur de compétences représente un certain nombre de branches professionnelles. Ce qui permet à toutes les branches professionnelles, quel que soit leur nombre de salariés qu'elles représentent, de pouvoir financer le moindre contrat. Parce que si vous prenez la branche en hôtellerie-restauration face à la branche de l'industrie, en termes de poids salarial, ce n'est pas la même chose. Donc, l'industrie cotise davantage de fonds d'alternance que l'hôtellerie-restauration. Sauf que l'hôtellerie-restauration a peut-être les mêmes besoins d'alternants que l'industrie. Donc, c'est pour ça que France Compétences fait de la péréquation. Et donc, vous avez un pot commun, et ce pot commun est redistribué de manière égale pour chaque opérateur de compétences, donc pour chaque branche professionnelle, et ce qui permet à chaque entreprise de pouvoir avoir un financement lorsqu'elle signe un contrat d'apprentissage. Donc, quand je me mets à la place de l'entreprise, j'accueille un jeune, je signe un contrat de travail avec ce jeune, le coût de formation est pris en charge par l'OPCO via France Compétences. Et moi, en tant qu'entreprise, je paye le salaire. Et si j'ai une prime en plus, pour la première année, ça ne coûte pas très cher. Okay. Il y a une dernière petite question, je ne suis pas sûre que ça va être possible de répondre tout de suite. Donc, vous dites 718 000 apprentis. Oui. C'est quelle proportion sur les jeunes scolarisés ou en parcours d'études? Ça, c'est une bonne question. Je pourrais peut-être vous répondre au niveau régional. Aujourd'hui, alors je vais vous répondre au niveau régional et sur l'enseignement catholique parce que c'est ce que je représente, mais c'est à peu près, je pense que c'est à peu près la même chose. Sur les formations professionnelles et technologiques, on représente aujourd'hui à peu près 10%. Bon, ça c'est sur mon réseau. On pourrait l'avoir facilement, hein, mais sur mon réseau, c'est à peu près ça. Mais ça monte en puissance. Hein. Ouais. Super. Et d'ailleurs, ça pose aussi des questions vis-à-vis de certains enseignants en se disant, tiens, est-ce que l'apprentissage va pas prendre trop sur la formation initiale statut scolaire? Est-ce que mon emploi est menacé, etc. Donc, parce que nous, la spécificité de notre réseau, du CFA Jean Bosco, c'est que l'apprentissage est adossé au lycée professionnel, technologique et général. Donc, on accueille des apprentis dans nos lycées. Et parfois, on les mélange. Et donc, quand un enseignant, à juste titre, peut avoir peur en se disant, tiens, des apprentis arrivent, est-ce que ça va... Mais bon, tout ça peut se réguler, tout ça peut être en complémentarité avec les formations temps plein. Il y a des solutions, il y a des adaptations d'organisation. Et donc, ça peut bien se passer. Super, merci. C'était la dernière question. Bon, très bien. Donc, Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Audrey, je pense. Oui, donc j'ai effectivement la tâche de clôturer ce webinaire passionnant. Est-ce qu'on me voit à l'écran? Pour les personnes qui sont encore avec nous, est-ce qu'il y a des petits pouces qui se lèvent? Oui, merveilleux. Ben voilà, donc me présenter rapidement. Donc, je suis effectivement Audrey Grandjean, la responsable du service de l'instance bassin. Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement une fois de plus
nos intervenants. Donc voilà, Jean-François Desbonnets, encore une fois, mille merci d'être venu jusqu'ici ce matin, enfin ce midi. Vincent Verreit qui a dû nous quitter mais qui a pu se libérer, donc mille merci. Je remercie également l'équipe du service qui s'est mobilisé, Louise Cartevels, Antoine Doré, Valentine Svanet qui est à ma droite pour la partie technique. Et avant de clôturer, j'ai une dernière demande. Donc, on aimerait que vous puissiez répondre à un petit sondage. Vous avez un onglet sondage normalement en bas à droite de votre écran. Et donc voilà, je vous invite à y répondre et vos réponses nous seront très utiles pour améliorer nos prochains webinaires. Et n'hésitez pas également à nous faire part de vos demandes ou intérêts pour nos prochaines thématiques. Donc, c'était notre premier webinaire. Et donc, évidemment, on compte pouvoir en faire d'autres l'année prochaine. Donc, n'hésitez pas à nous en faire part. Voilà. Et donc, alors, pour clôturer, donc moi, j'aimerais vous partager des points vraiment essentiels que j'ai retenus des interventions, peut-être déjà des points de convergence sur finalement la réforme qui a été portée en Flandre et la réforme en France, même si on voit bien que c'est très différent, mais malgré tout, la volonté du législateur. Il y a quand même des choses que j'ai entendues qui me semblent très proches. La question de la pénurie des main-d'œuvre, la question de l'insertion professionnelle semble quand même être le trigger, comme disait Vincent tout à l'heure, le déclencheur de ces réformes. Le rôle aussi des secteurs et des branches professionnelles. Donc, on voit qu'en France, elles sont vraiment centrales. Il y a tout un financement qui est prévu qui n'existe pas, sauf erreur côté belge. Mais du côté belge, on a cette volonté d'avancer via des accords sectoriels, notamment sur l'alternance. Donc, ça semble être quand même un point intéressant à creuser. La question aussi du leadership. Donc, ça aussi, j'ai noté que du côté français, à la fois le ministère du Travail, mais de l'enseignement sont mobilisés. Et du côté flamand, également, le dual Leren est porté par les deux ministres, par les deux ministères. Et ça, je pense que c'est vraiment un point essentiel. La question du public aussi, donc la question du public, savoir comment à venir le chercher. Vous parlez le sourcing du public fragilisé qui était auparavant dans ces dispositifs d'alternance et qui s'y retrouve peut-être moins aujourd'hui. La question des diplômes, ça c'est essentiel. On voit bien que dans la volonté des deux côtés, il y a une réforme qui va vers plus de perméabilité, plus de reconnaissance des systèmes. Et enfin, j'ai noté aussi les dimensions contractuelles. Donc ça, c'est peut-être des points très différents. Il y a énormément de contrats en Belgique, ça on le sait. Il y a eu une volonté de simplifier le système, mais on reste quand même avec un écosystème extrêmement compliqué, alors que du côté français, on voit bien qu'on va vers un contrat unique et que ça, c'est un des facteurs peut-être de réussite aussi de cette réforme. La question du besoin des entreprises aussi, pour qu'elles soient plus prises en compte, on en a parlé également ce matin. Et puis, peut-être juste pour clôturer sur ce qui m'a frappé, on voit quand même, et c'était aussi dans vos termes, sur la réforme française, qui est une révolution copernicienne, un bouleversement où là, vraiment, tout le monde a dû changer de posture. Voilà, je pense qu'au niveau des régions aussi, certainement que ça n'a pas été simple. Alors que je pense que du côté de la réforme du Leren, on est plutôt sur une réforme, c'est-à-dire qu'on avance, il y a des éléments qui bougent, mais c'est peut-être pas aussi massif que du côté français. Et évidemment, du côté du financement également, on voit bien les grandes différences. Donc voilà, pour vous partager un peu à chaud les éléments qui me viennent suite à ce webinaire. Et puis évidemment, je vous partage une réflexion plus globale et j'en terminerai là. On sait tous, et vous le savez également, qu'il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de transposition magique d'un pays à l'autre d'un système. Chaque système d'alternance est le fruit d'une histoire, d'une culture, d'un terreau économique, d'un écosystème institutionnel, de normes, d'usages, etc. Et l'objectif ici était bien de vous alimenter, d'ouvrir les perspectives et de se nourrir aussi de bonnes pratiques. Je vous remercie pour votre écoute et votre participation et je vous souhaite une très bonne journée.